Vas-y. Bonsoir et bienvenue à cette activité d'espace réflexion de l'Observatoire Vieillissement et Société. Je vous rappelle simplement que l'OVS célèbre cette année son 20e anniversaire de fondation, ce qui veut dire que nous avons été très, très engagés sur le plan social pour remplir notre double mission, la lutte contre l'âgisme et essayer également d'améliorer le mieux-être des aînés. C'est aussi, durant ces 20 ans, tout le travail de plusieurs bénévoles qui, très, très courageux, ont accepté de donner des heures et des heures de travail pendant des mois pour l'organisme. Ce soir, nous allons aborder la question de l'attention et de la concentration quand on vieillit. C'est un sujet de grande importance et ce qui arrive, c'est que chez les jeunes, ils n'ont pas ce souci de l'attention, de la concentration ou encore de la mémoire parce que tout fonctionne très bien. Mais avec le temps, les ennuis surviennent. Et quand on arrive à 65, 70, 75 ans, eh bien, on prend conscience que il y a quelques difficultés sur le plan mental dans le fonctionnement de notre esprit. Et généralement, les gens se plaignent beaucoup de leur mémoire. Ah, j'ai oublié des noms. Ah, je ne me rappelle plus tel numéro de téléphone. Bon, ainsi de suite. Mais on pense moins aux problèmes qui touchent l'attention ou la concentration. Pourtant, ce sont des deux facultés qui sont très importantes et qui souffrent parfois de déficience quand on vieillit. Alors, ça affecte évidemment notre vivacité mentale et puis il y a quand même des possibilités d'améliorer les choses. Alors, tout ça, quand on parle d'attention et de concentration, ça nous ramène évidemment à la fameuse cognition, le phénomène de la cognition. Et la cognition, c'est défini comme un ensemble de processus qui se rapportent à la fonction de connaissance. Alors, c'est absolument vital sur le plan mental, cette cognition. D'ailleurs, on parle souvent de déficit cognitif chez les personnes âgées. Alors, tout ça, c'est très indicateur de l'importance finalement de la cognition. La cognition, on comprend en général 6 domaines. La mémoire et l'apprentissage, la fonction sociale, comme l'expression du visage, le langage corporel, la direction du regard, le langage comme tel, la perception et les habiletés motrices comme le goût, l'odorat ou le toucher, l'attention dont la concentration, et puis ce qu'on appelle aussi les fonctions exécutives, c'est-à-dire tout ce qui touche la résolution de problèmes, la décision, le jugement, la souplesse d'esprit, l'anticipation. Ce sont les fonctions exécutives qui font partie de la cognition. Alors oui, c'est ça. Alors c'est ce que je viens je viens de parler de ça, de ces domaines du fonctionnement mental là, que vous avez sur la diapositive. Et le dernier point, c'est la fameuse réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est un concept de la neuropsychologie et ça joue un très grand rôle dans le fonctionnement mental. Qu'est-ce que c'est exactement que la réserve cognitive? C'est une accumulation de capacités qui se développe au cours de notre existence et la réserve cognitive est construite par notre éducation, notre formation, nos expériences diverses, les différentes activités qui engagent le cerveau, le réseau social et la stimulation évidemment intellectuelle. Alors,
tous ces facteurs enrichissent. C'est un peu comme un dépôt dans une banque. Alors, ce dépôt est fait évidemment par les diverses expériences dont je viens de parler et ça enrichit évidemment la banque. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement la réserve cognitive? Eh bien, ça hausse la qualité des connexions neuronales. Alors, on sait que le cerveau est constitué de millions de cellules nerveuses qu'on appelle les neurones. Je devrais dire des milliards parce que c'est immense, ces neurones dans le cerveau. Et il y a évidemment le phénomène de connexion entre les neurones. Alors, on va en parler un petit peu tantôt quand on va parler des neurotransmetteurs. Alors, plus la banque est riche d'expérience, meilleur le cerveau peut résister aux différentes attaques ou assauts qui peuvent survenir. Par exemple, si quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral, si sa réserve cognitive est très bonne, il va récupérer beaucoup mieux qu'une personne dont la réserve cognitive est moins importante. On raconte même que le cas d'une religieuse de 85 ans qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, qui était quand même relativement avancée, et elle n'a jamais eu de symptômes de la maladie d'Alzheimer parce qu'elle avait une très, très bonne réserve cognitive. Alors, c'est un fait qui est rapporté dans la communauté scientifique. On arrive maintenant à l'attention et à la concentration. Bon, l'attention, mine de rien, on vit avec l'attention, c'est tellement imbriqué dans notre cerveau et dans notre façon de faire qu'on n'attache pas tellement d'importance à cette fonction mentale. Mais l'attention est au cœur de nos fonctions mentales et on la définit de la façon suivante. L'attention, c'est une disponibilité de l'esprit à tout ce qui nous entoure, entrant dans notre champ de perception à un moment présent. Alors, notre attention est constamment sollicitée. Je vous parle actuellement, mais il se pourrait aussi que si j'entends un bruit, eh bien, mon attention va se porter vers ce bruit pendant quelques secondes. Ou encore, si ça frappe à la porte, mon attention va être sollicitée. Alors, l'attention, donc, ça fait partie évidemment de nos expériences de vie et puis c'est très, très généralisé. Alors, c'est la même chose si à un moment donné, je suis en train de faire des mots croisés et si le chat saute sur mes genoux, eh bien, à ce moment-là, mon attention qui portait sur les mots croisés va se déplacer sur ce fameux chat qui vient de sauter sur mes genoux. Alors, il y a donc une attention passive qui fait que je suis toujours aux aguets par rapport à ce qui peut survenir dans mon entourage. Je suis en train de cuisiner. Si le téléphone sonne, eh bien, à ce moment-là, mon attention va se porter évidemment sur la sonnerie du téléphone. Alors, ce qui arrive, c'est que l'attention peut être évidemment plus soutenue, plus sélective, plus dirigée. Alors, à ce moment-là, euh, c'est l'attention passe à la concentration. Alors, moi, évidemment, au moment où je vous parle, c'est de la concentration. C'est une attention soutenue, dirigée vers le sujet de ma présentation. Alors donc, la concentration, c'est une attention comment dirais-je, maximale. C'est une attention, encore une fois, qui est dirigée et qui est soutenue sur un support qui ne s'interrompt pas.
Alors, la concentration, on peut la définir comme, encore une fois, comme une attention soutenue sur un support que rien n'interrompt. Le but est de rassembler toute son énergie pour la focaliser sur un même support. Alors, donc, c'est un phénomène extrêmement important, la concentration, puisque c'est ce qui nous permet, évidemment, quand on travaille, notamment, ou encore quand on parle avec quelqu'un, à ce moment-là, on se concentre davantage sur ce que la personne peut dire. Alors, la concentration, donc, en fait, c'est aussi la capacité à orienter son attention sur ce que l'on veut. On peut dire que la concentration stabilise l'attention et lui donne une dimension vive et pénétrante. On se concentre sur une chose, on se focalise sur une chose pour se fermer à ce qui nous entoure. C'est une attention, je répète, c'est une attention sélective et soutenue. Alors donc, l'attention est, comment dirais-je, est une capacité mentale, bien sûr, mais c'est une capacité mentale, comment dirais-je, bien différente de la concentration, en ce sens que l'attention, c'est une multiplication, si vous voulez, des efforts de l'attention vers un sujet quelconque. Quand on parle de concentration, il faut parler aussi de la neurotransmission, c'est-à-dire sur ce qui se passe dans le cerveau. Alors, comme on sait, je parlais tantôt du cerveau qui comprend, en fait, qui comprendrait entre 86 et 100 milliards de neurones. C'est ces cellules nerveuses qui communiquent entre elles pour transmettre signaux et informations. On peut comparer la neurotransmission un peu à un phénomène électrique, c'est-à-dire que vous avez une prise de courant, vous avez un commutateur et vous avez une ampoule. Et quand j'actionne évidemment la prise de courant, l'ampoule s'allume, c'est qu'il y a eu un contact entre le commutateur et l'ampoule. Et c'est ce fil électrique, ça je peux dire, eh bien c'est ça la neurotransmission. C'est les relations entre deux neurones qui, des relations qui se font grâce à l'influx nerveux et plus précisément grâce aux fameux neurotransmetteurs. On a parlé beaucoup des neurotransmetteurs. C'est le fil électrique, c'est le conduit électrique entre deux neurones, le neurotransmetteur. Et actuellement, les psychologues, les chercheurs identifient à peu près une centaine de neurotransmetteurs. Mais il y a des neurotransmetteurs qui sont beaucoup plus connus, courants. Un des premiers neurotransmetteurs, c'est évidemment l'adrénaline. Hein? On dit de quelqu'un, ah, il y a un coup d'adrénaline. Alors, l'adrénaline, c'est une hormone ou un neurotransmetteur qui est actionné au moment d'un choc ou d'une stimulation quelconque. Alors, je me surprise tout à coup, à ce moment-là, c'est l'adrénaline qui va entrer en contact. Et si, évidemment, c'est plus grave, si c'est un choc, un accident, eh bien encore là, l'adrénaline va jouer un rôle très important comme neurotransmetteur. Il y a également la sérotonine comme autre neurotransmetteur bien connu. On dit que la sérotonine, c'est l'hormone de l'humeur, du bonheur. C'est l'hormone, une hormone très, très importante dans la régulation des humeurs. Je m'excuse. Alors, la sérotonine, c'est que très souvent, dans le cas de dépression, c'est la sérotonine qui est en cause. Alors, souvent, on va donner des antidépresseurs qu'on appelle des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine. Alors, que font ces inhibiteurs, ces antidépresseurs?
ils vont justement permettre, quand la sérotonine tente de s'échapper, ils vont se permettre de la rattraper pour la remettre dans le système de fonctionnement des neurones. Alors, les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la capture de la sérotonine, ce sont des médicaments qui sont très connus dans le cas de la dépression. Il y a également la dopamine, qui est un autre neurotransmetteur. C'est le neurotransmetteur du sommeil, de la mémoire, et qui joue un rôle très important dans la cognition, la dopamine. Il faut parler également, comme neurotransmetteur très important, de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui favorise la concentration en éloignant les distractions. Alors, l'acétylcholine joue un rôle très, très important dans le domaine de la concentration. Et ce même neurotransmetteur est très, très, très essentiel dans le cas de la mémoire. On dit souvent que les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer souffrent de carence en acétylcholine. C'est-à-dire que ce neurotransmetteur est en déficience. C'est comme s'il en manquait. Alors, donc, c'est un neurotransmetteur d'une très grande, qui est essentiel en ce qui concerne la mémoire et la concentration. On sait aussi qu'il y a des médicaments qui peuvent stimuler évidemment cette neurotransmission, qui peuvent stimuler ce neurotransmetteur. Alors donc, on voit que ces neurotransmetteurs jouent un rôle bien, bien important dans le fonctionnement mental et qu'ils ont une influence sur l'attention et la concentration. Alors, on va passer maintenant aux obstacles de la concentration. Ils sont très nombreux, les obstacles à la concentration, parce qu'on vit dans un entourage qui est souvent dynamique. Il se passe toutes sortes de choses dans notre entourage. C'est assez rare qu'on soit dans un endroit tranquille, où c'est le silence, c'est de la paix, qu'il n'y a absolument rien qui nous dérange, comme on dit. Ça peut très bien se produire, c'est sûr, mais c'est généralement, c'est pas tout à fait ce que l'on vit. Il y a autour de soi toutes sortes d'éléments qui peuvent perturber notre attention ou encore notre concentration, mais d'une façon plus précise. Un des premiers obstacles à l'attention et à la concentration, c'est la perte de sommeil ou un sommeil déficient. On le dit, on le répète, un bon sommeil, c'est bénéfique pour notre système immunitaire, pour la fonction cardiaque, pour l'humeur, pour le système hormonal, ainsi de suite. C'est absolument essentiel pour bien régulariser le fonctionnement de l'attention. Alors, une nuit de mauvais sommeil, évidemment, ça peut influencer notre fonctionnement mental le lendemain. La mémoire peut être un petit peu moins bonne et puis ça joue également sur l'attention et la concentration. Alors donc, c'est assez important d'avoir un bon sommeil. Maintenant, il faut bien reconnaître aussi que quand on vieillit à 75, 80, 85 ans, on ne dort pas comme on pouvait dormir à 35 ou à 40 ans. Le sommeil est moins bon, les nuits sont un peu écourtées. Alors, à ce moment-là, bien, il faut voir dans quelle mesure on peut peut-être améliorer les choses du côté du sommeil. Mais ça pourra faire l'objet simplement au moins d'une autre présentation que comment on peut améliorer son sommeil, comment on peut faire en sorte qu'on puisse mieux dormir. L'autre obstacle qui est
qui est nuisible à l'attention et à la concentration, ce sont ce qu'on appelle les distractions numériques. Alors, vous avez entendu tantôt mon téléphone, il y a eu une notification sur mon téléphone, malheureusement, ça nous a dérangés. Alors donc, tablette, téléphone intelligent et puis ordinateur, ce sont évidemment des outils importants et on les retrouve d'ailleurs entre les mains des personnes âgées de plus en plus. On retrouve ces outils entre les mains des personnes âgées. Mais ces outils peuvent être assez dérangeants pour l'attention et la concentration. Alors, les alertes, les appels, les notifications, ça demeure une source de distraction souvent fréquente dans la journée. Alors, d'après d'ailleurs une recherche, la recherche de la compagnie Assurion, les Américains vérifieraient leur téléphone mobile 80 fois en jour par moyenne. Les Américains vérifieraient leur téléphone 80 fois par jour. Et ceux qui vérifient davantage, là, il y aura les gens qui sont vraiment très, très attachés à leur téléphone, ça pourra aller jusqu'à une vérification de 300 fois par jour, d'après cette recherche. Alors donc, c'est dire que c'est le téléphone intelligent en particulier est une source de distraction et ça nous éloigne évidemment d'une bonne attention et d'une bonne concentration. Autre obstacle à la concentration et à l'attention, l'alcool et les drogues. L'alcool pris en assez grande quantité, plusieurs verres par jour. Bon, et malheureusement, il y a des gens qui deviennent alcooliques. Alors, c'est reconnu que chez les alcooliques, la mémoire est moins bonne et forcément l'attention et la concentration également perdent de leur efficacité. Et on parle d'ailleurs de myopie alcoolique chez certains alcooliques, c'est-à-dire que leurs informations sont très, très réduites. Ils ne peuvent pas étendre leurs informations. Alors, leur information est un peu très, très en tunnel, si je peux dire. Alors, elle est réduite et on parle de myopie alcoolique. La drogue comme la cocaïne, le cannabis, évidemment, ça aussi, ça affecte le fonctionnement cérébral, dont l'attention et la concentration. Autre obstacle, le stress. Alors, dans le cas de stress, évidemment, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre sans un certain stress dans la vie. Le stress, c'est une stimulation, mais il y a des degrés dans le stress. Alors donc, si notre stress est assez marqué, c'est clair que ça peut jouer, ça peut influencer notre concentration et notre attention. Alors donc, il faut en prendre conscience et puis essayer de bien gérer son stress. On raconte même qu'il y a des étudiants à l'université qui, sous l'effet du stress, peuvent oublier plusieurs de leurs connaissances avant un examen. Alors donc, c'est pour vous montrer l'importance du stress sur la concentration. On parle aussi comme obstacle à l'attention et la concentration, on parle de l'obésité. Ce qui arrive, c'est que dans le cas de l'obésité, la personne peut souffrir d'apnée du sommeil qui prive évidemment le cerveau d'oxygène pour entraver la concentration. Alors donc, une des conséquences de l'obésité, l'apnée du sommeil qui influence évidemment la concentration.
Les blessures à la tête aussi, évidemment, ça vient pas, ça peut créer des traumatismes crâniens. Les commotions cérébrales, les accidents vasculaires cérébrales, ce sont toutes des situations ou des manifestations ou des problèmes qui affectent évidemment l'attention et la concentration. Il y a aussi un phénomène qu'on appelle de la brume dans l'esprit, en anglais, le brain fog. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est parfois des journées où la personne va se sentir un peu comme dans un état second. Elle va s'apercevoir que sur le plan mental, il y a comme une sorte d'engourdissement, de brume, comme on dit. Et ça aussi, ça affecte forcément les fonctions mentales. Et ce brain fog, cette brume dans l'esprit est souvent causée par les médicaments, notamment certains antidépresseurs. Et je termine en disant comme obstacle la dépression et l'anxiété, autre élément qui joue sur nos fonctions mentales et particulièrement l'attention et la concentration. Le trouble de déficit de l'attention, TDAH, bon, on en a très souvent parlé chez les enfants. Les enfants, on dit souvent que les enfants au primaire, au co-primaire, même au secondaire, les adolescents, souffrent d'un trouble de déficit de l'attention. Bon, c'est certain que c'est marqué là, comme problème concernant l'attention si un enfant est atteint de ce trouble. Mais ce dont on parle moins souvent, ce dont on parle moins souvent, je m'excuse, c'est que ce trouble de déficit de l'attention peut également se trouver chez les personnes adultes. Alors, à ce moment-là, ces personnes ont des manifestations assez précises. Ils ont beaucoup de difficultés à demeurer attentifs dans leur entourage. Elles sont facilement distraites. Elles ne se soucient pas des détails. Elles écoutent peu quand les personnes leur parlent. Elles évitent les tâches qui requièrent de l'attention, comme la lecture. Vous voyez tous des phénomènes de déficit de l'attention, du trouble de déficit de l'attention. Et elles auraient tendance aussi à ne pas finir ce qu'elles commencent. Elles peuvent oublier des rendez-vous et des corvées. Et puis, ce sont des personnes qui parlent beaucoup et qui écoutent assez peu. Alors donc, ce trouble de déficit de l'attention chez les adultes, il peut être assez sévère. Et qu'est-ce que c'est qu'on peut faire dans ce cas-là? Bien, d'abord, la prise de conscience. Alors, est-ce que la personne doit prendre conscience ou bien on doit lui faire savoir qu'elle a peut-être un petit problème du côté de l'attention? Alors, la prise de conscience qui pourrait faire en sorte que la personne va s'amender, va essayer de s'améliorer, de corriger des choses et va réfléchir à sa situation. Et puis, dans certains cas, eh bien, il faudra peut-être que la personne cherche de l'aide en psychologie ou dans un autre domaine auprès d'un professionnel de la santé. Alors, le trouble de déficit de l'attention chez les adultes, c'est une réalité qui, à un moment donné, évidemment, nuit au fonctionnement mental. Le vieillissement et les problèmes d'attention. Bon, je l'ai dit au début de ma présentation. Quand on vieillit, la mémoire, l'attention et la concentration perdent de leur efficacité. C'est variable, ça dépend des individus.
Dans certains cas, ça peut être assez grave. Dans d'autres cas, ça peut être évidemment plus ou moins grave. Alors, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un ralentissement dans la réception d'informations et une moins bonne retenue. Et quand on vieillit, moins bonne retenue des informations. Alors, il faut à ce moment-là, toujours encore la même chose, la prise de conscience du phénomène et redoubler d'efforts pour que notre attention et notre concentration soient meilleures. Il y a aussi, quand on vieillit, les pertes auditives qui peuvent nuire aux facultés mentales parce que forcément, on enregistre moins bien, on entend moins bien, il y a des informations qui nous échappent et à ce moment-là, ça peut influencer notre concentration et notre attention. Les cas de maladie également, quand on vieillit, ça aussi, ça ne vient pas aider la cause des facultés mentales. Et puis aussi, beaucoup de problèmes en ce qui touche la médication. Alors, la médication, les médicaments, il y a pas, la plupart des médicaments ont des effets secondaires. Et dans certains cas, les effets secondaires touchent la mémoire, l'attention et la concentration. Donc, là aussi, il faut se questionner. Est-ce que je prends tel médicament? Il faut que j'en parle avec le médecin. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je pourrais réduire la dose de ce médicament pour atténuer les effets secondaires? Et puis, peut-être même aussi complètement abandonner la prise du médicament. On sait actuellement que dans les CHSLD, beaucoup de gens sont évidemment des adeptes des médicaments, de la médication. Et depuis quelques années, il y a le phénomène qu'on appelle la déprescription. C'est-à-dire que les chercheurs ou encore les psychologues ou encore les médecins dans les CHSLD vont revoir la médication de telle personne, de tel résident. Et à la lumière de cette révision, ils vont simplement tenter justement de réduire la dose du médicament ou encore simplement de le supprimer. Alors donc, phénomène de déprescription parce que on a estimé que finalement, les résidents, les hébergés des CHSLD, souvent prennent trop de médicaments. Alors, au fond, c'est peut-être ce qui nuit le plus au phénomène de la mémoire et de l'attention et de la concentration. Est-ce qu'on peut améliorer notre concentration et notre attention? Oui, on peut améliorer ces fonctions mentales. Et on sait que c'est très important pour bien vieillir d'avoir un bon fonctionnement cérébral. Alors donc, la première chose, c'est d'essayer d'améliorer son sommeil. Alors, le meilleur sommeil. Alors donc, juste un détail, par exemple, pour les personnes qui sont des adeptes de l'ordinateur, eh bien, le soir, hein, parce que l'ordinateur dégage ce qu'on appelle une lumière bleue qui est assez néfaste au sommeil. Alors donc, au moins 2-3 heures avant de le coucher, au moins ne pas fréquenter, ne pas aller à son ordinateur, au moins 2-3 heures, 3 heures avant de se coucher. Et puis, il y a toutes sortes de phénomènes qui peuvent nous aider, évidemment, à mieux dormir, l'éclairage, la température de la pièce, de ne pas faire d'activité physique intense dans la soirée. Il y a un ensemble de conseils qu'on peut mettre en application pour améliorer son sommeil.
Le café. C'est assez bizarre hein, de parler de café, boire raisonnablement du café. Bon, je sais qu'il y a des psychologues qui soutiennent que le café est une grande source d'anxiété. Alors, et qui serait à ce moment-là à déconseiller, même à petite dose. Alors, c'est un point de vue. On n'a pas fait, je ne sais pas, ben, enfin, on a peut-être fait des recherches, mais je n'ai pas de données là-dessus. Maintenant, ce que je sais, c'est que le café a des qualités quand même. Le café est un antioxydant, il lutte contre l'oxydation, évidemment. Et puis, on dit également que c'est un anti-inflammatoire qui favorise la santé et même la longévité. Alors, on sait que dans l'histoire, il y a eu de grands buveurs de café. Je ne sais pas s'il y a eu des femmes aussi qui ont bu beaucoup de café, mais on sait que Bach, le fameux musicien, Beethoven, même chose, Roosevelt, Voltaire et Balzac. On dit que Voltaire et Balzac buvaient jusqu'à 50 tasses de café par jour. Alors, ils ont été très productifs. Je ne sais pas si Voltaire et Balzac dormaient bien quand même après 50 tasses de café. Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais 50 tasses de café à ce moment-là, je ne sais pas si Voltaire et Balzac étaient très anxieux. Mais c'est sûr qu'une quantité astronomique de verres de café ou de tasses de café comme ça doit nuire sans doute un peu à la santé. Mais enfin, euh, d'après la Food and Drug Administration, la FDA américaine, ce qui est l'équivalent de notre Santé Canada, on considère que 400 mg par jour de café, de caféine, 3 à 4 tasses par jour, ça demeurait une dose normale acceptable. Le café pris dans l'après-midi est plus susceptible de nuire au sommeil. Et puis, un beau petit proverbe qui dit ceci, Drink coffee and be smarter. Alors, c'est sûr que le café aiguise, si vous voulez, l'esprit, si je peux dire, favorise évidemment un meilleur fonctionnement du mental. Alors, à ce moment-là, bien, si on en boit raisonnablement, ça pourrait nous amener à une amélioration de l'attention et de la concentration. Boire raisonnablement du café. L'exercice aérobique, bon, alors ça ici, c'est, bon, on l'a déjà répété à maintes reprises, c'est que l'activité physique est d'un grand bienfait pour la santé en général. D'abord, pour le plan au point de vue physique, c'est sûr, là. Que ce soit la marche ou encore la musculation ou encore le sport, les articulations fonctionnent et fonctionnent mieux et c'est le meilleur anti-vieillissement finalement, l'activité physique. Mais ce qu'on connaît moins bien de l'activité physique, c'est que c'est son effet sur la fonction cérébrale. Alors, ce qui arrive, c'est que le cerveau se nourrit d'oxygène et de stimulation, oui, c'est bien sûr, mais ce qui arrive, c'est que quand on fait de l'exercice, en plus de l'oxygène, il y a aussi une meilleure circulation sanguine dans le cerveau. Alors ça améliore beaucoup le rendement cérébral. L'oxygène et la circulation sanguine qui proviennent d'une activité physique. Alors donc, l'activité physique pourrait améliorer, en conclusion, l'attention et la concentration. Une activité physique modérée comme je le dis souvent, il suffit, surtout quand on arrive à un âge avancé, 80 ans et plus, il suffit simplement de marcher 20 à 30 minutes, 3 à 4 fois ou 5 fois par semaine. Marcher d'un bon pas. Marcher d'un bon pas, si la chose vous intéresse,
c'est environ 110 pas à la minute, 110 à 115 pas à la minute. C'est ce qu'on appelle une marche rapide. Et une marche comme ça, à raison de quelques fois par semaine, 20 à 30 minutes chaque fois, ça serait salutaire pour notre santé physique et notre santé mentale. Alors, l'activité, l'exercice aérobique comme activité susceptible d'améliorer l'attention et la concentration. Encore une fois, une saine alimentation. Bon, alors, une saine alimentation, là aussi, on pourrait discuter très longtemps des différents aspects de la nutrition, mais on va simplement se contenter de dire qu'il faut éviter les excès de gras saturés qu'on retrouve souvent dans les produits raffinés, les pâtisseries, par exemple, le beurre, le fromage. Éviter les excès. Je ne dis pas ne pas consommer du beurre ou encore de la pâtisserie, mais éviter les excès. Éviter les excès également de sucre, surtout du sucre raffiné, le sucre blanc. Alors, gras saturé, sucre blanc et consommer le plus possible des fruits et des légumes. Alors voilà les clés d'une saine alimentation avec évidemment des fibres, beaucoup de fibres et de l'eau, oui, de l'eau, au moins à peu près 1 litre d'eau ou 1,5 litre à peu près de liquide par jour, approximativement. Alors voilà des éléments de saine alimentation. L'entraînement cognitif. Bon, alors, est-ce que c'est heureux de faire des jeux numériques, par exemple, sur notre tablette ou encore au téléphone? Oui, oui. Sauf que euh, le jeu numérique, le tel jeu, par exemple, va vous permettre de développer une habileté dans un domaine très, très, très précis. Très précis. Alors donc, il faudrait multiplier le nombre de jeux numériques pour en tirer davantage de profit. Il y a également un ouvrage que je vous recommande beaucoup. C'est du professeur Bergeron, ce qu'on appelle l'ouvrage Les cerveaux actifs. Les cerveaux actifs, c'est une série de cahiers où vous avez des exercices variés d'entraînement cognitif. Alors là, il y a vraiment, ça peut être vraiment profitable que de faire ces exercices à partir de ces cahiers cerveau actifs. Et c'est à ce moment-là une excellente stimulation cognitive. Alors, et on retrouve évidemment dans ces cerveaux actifs des questionnaires, des casse-têtes, des énigmes, toutes sortes d'activités variées pour créer de l'intérêt. Et actuellement, les recherches se poursuivent pour démontrer davantage les bienfaits des jeux numériques. Maintenant, c'est sûr que il ne faut pas abuser des appareils numériques, le téléphone, l'ordinateur ou encore la tablette. Passer 5-6 heures par jour à la tablette ou à l'ordinateur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, il faut faire attention pour ne pas, encore une fois, in medias virtus, le, le, l'équilibre et la vertu, c'est dans la modération. La méditation en pleine conscience. Bon, un autre élément qui peut améliorer la concentration et l'attention. Bon, il y a plusieurs années, on parlait de la méditation transcendantale. Alors, la méditation transcendantale, il fallait faire, souvent, il fallait faire un cours et à ce moment-là, le maître nous proposait ce qu'on appelait un mantra. Et à partir de ce mantra, eh bien, on faisait notre méditation. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Om, om, om.
c'était un mantra, ça, Om. Alors, la personne, évidemment, se concentrait sur son mantra et pendant 15-20 minutes, évidemment, faisait ce qu'on appelle sa méditation transcendantale. Il y a également, peut-être, je ne dirais pas que la méditation pleine conscience a délogé la méditation transcendantale, non, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui font de la méditation transcendantale. Mais la méditation pleine conscience, elle a l'avantage d'être peut-être plus simple et elle s'inspire beaucoup des principes du bouddhisme, en ce sens que elle repose sur la respiration. On se concentre sur sa respiration, simplement. Alors, évidemment, il faut prendre des moyens. Quand on fait de la méditation pleine conscience, il faut prendre des moyens d'abord physiques, s'asseoir dans le calme, le silence, s'asseoir d'une façon bien détendue, à l'aise, et puis prendre une position de détente et fermer les yeux et à ce moment-là, centrer son esprit sur sa respiration. Alors, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Bon, et il faut, dans la mesure du possible, ne penser qu'à sa respiration. Je donne comme exemple inspirer, expirer. Ça peut être simplement se centrer sur le mouvement des réactions pulmonaires, par exemple. Simplement de son souffle, le souffle. On peut se concentrer juste sur son souffle. Pardon, sur son souffle. Ce qui arrive quand on fait de la méditation, c'est que, vous savez, c'est beau de dire, on se concentre sur son souffle, sur sa respiration. Mais, les distractions de toutes sortes surviennent. On peut pendant quelques secondes être centré sur sa respiration et tout à coup, on pense à autre chose. Alors à ce moment-là, il faut revenir à sa respiration. Revenir à sa respiration. Vous savez qu'on dit que le cerveau, c'est un bouillonnement continu, le cerveau. On dit que dans une journée, on pourrait avoir jusqu'à 60 000 petites idées qui nous passent par la tête. Jusqu'à 60 000. Alors, quand on fait notre méditation, le cerveau continue à bouillonner. Donc, ce n'est pas facile de rester concentré sur sa respiration. Il faut revenir, revenir et revenir. Et à ce moment-là, en revenant, à ce moment-là, on va être capable de consacrer plus de temps, plus de secondes ou de minutes à notre respiration. Et avec l'entraînement, on va devenir encore meilleur en respectant cette concentration sur la respiration. Pendant combien de temps? Environ une vingtaine de minutes. La méditation pleine conscience. Et la méditation pleine conscience, on lui trouve beaucoup de bienfaits. Ça lutte contre l'anxiété, contre la distraction. Ça nous permet évidemment d'être beaucoup plus attentifs et mieux concentrés par la suite, en développant évidemment une habileté de concentration grâce à cette méditation pleine conscience. Alors, voilà, conclusion. Bon, alors, je pense que je l'ai suffisamment dit. L'attention et la concentration sont extrêmement importantes, au même titre que la mémoire. Alors, les activités intellectuelles peuvent nous permettre d'améliorer notre attention et notre concentration.
les activités intellectuelles de toutes sortes, hein. Ça comprend évidemment les jeux, différents jeux, le bridge, les mots croisés, ainsi de suite. La lecture aussi, c'est excellent comme activité intellectuelle. Il y a d'autres moyens qu'on a vus également, hein, comme l'exercice physique. Et puis, tout ça, ça peut nous permettre d'être plus de bonnes facultés mentales. Je vous remercie. Nous allons passer à la période de questions. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup.